Une juge se moque d'un adolescent noir au tribunal et est choquée d'apprendre qu'il s'agit d'un avocat de génie déguisé. La salle d'audience est restée absolument silencieuse lorsque la juge Meredith Stanton a mis ses lunettes sur son nez et a dévisagé le jeune homme qui se trouvait devant elle. Il a 19 ans, mais paraît encore plus jeune dans son costume bon marché qui n'a manifestement pas été taillé sur mesure. Sa peau sombre brillait sous les lumières du tribunal et ses cheveux soigneusement peignés contrastaient avec la nervosité qui se lisait dans son regard. « Monsieur Carter », commença la juge, la voix empreinte de dédain. « Savez-vous où vous êtes? Il s'agit d'un tribunal, pas d'un concours de talent. » Un brouhaha de rires étouffés résonne dans la salle. Les avocats, assis autour de lui, jettent des regards moqueurs sur le jeune homme. Il est seul à la table de la défense, sans avocat à ses côtés. Pour la juge, c'est la preuve qu'il n'a rien à faire là. La juge Stanton est connue pour sa dureté, son impatience et surtout son manque de tolérance à l'égard de ce qu'elle considère comme des bêtises. Pour elle, Carter n'est qu'un gamin sans expérience, une nuisance qui lui fait perdre son temps et celui du tribunal. Mais, contrairement à ce à quoi Meredith s'attendait, le jeune homme garda sa posture. Il lève le menton, respire profondément et répond d'une voix ferme. « Avec tout le respect que je vous dois, votre honneur, je suis ici parce que je crois pouvoir offrir à mon client la meilleure défense. Etagem, Thompson mérite la justice autant que n'importe qui dans cette salle. » Les rires s'arrêtent. Pendant un moment, la salle d'audience est restée silencieuse, à l'exception du bruit des feuilles que Carter organisait entre ses mains. Il était manifestement nerveux, mais il y avait quelque chose dans la façon dont il regardait le juge, sans crainte, qui a attiré l'attention de tous. « Essayez-vous de me dire que vous avez quelque chose à apporter, Monsieur Carter ?» La juge se renverse sur sa chaise, les sourcils arqués. « Vous n'avez aucun diplôme, aucune expérience, et pourtant vous pensez pouvoir défier des avocats qui ont des dizaines d'années de pratique? C'est bien ce que j'entends? » « Oui, monsieur le juge, » a-t-il répondu, sur un ton sans hésitation. « Parce que cette affaire n'a rien à voir avec ma formation. Il s'agit de preuves, et je les ai apportées. » Il a soulevé une pile de documents et les a brandis en l'air, comme s'il mettait le juge et toutes les personnes présentes au défi de le sous-estimer à nouveau. La salle retient son souffle. Qui était ce garçon? Pourquoi était-il si sûr de lui? Et comment osait-il défier le juge le plus sévère de la ville? Le client de Carter, M. Thompson, un homme d'âge moyen au visage fatigué, est assis à côté de lui. M. Thompson est accusé d'avoir détourné de l'argent d'une entreprise dans laquelle il a travaillé pendant 15 ans. Les preuves contre lui étaient convaincantes et fabriquées. Carter le savait, mais convaincre le tribunal serait un défi monumental. Cependant, ce que personne ne savait à l'époque, c'est qu'Elia Carter, le jeune homme inexpérimenté, avait passé les 2 dernières années à étudier de manière obsessionnelle les lois et les procédures juridiques. Il n'avait pas le choix. Après la mort de sa mère et l'emprisonnement injustifié de son frère aîné, Elia s'était promis de ne plus jamais rester impuissant face à l'injustice. Il savait que l'affaire Thompson était l'occasion idéale de montrer au monde ce dont il était capable. Plus important encore, c'était l'occasion de commencer à démanteler le système corrompu qui avait détruit sa famille. Mais la juge Stanton n'est pas impressionnée. « Monsieur Carter, » dit-elle froidement, « ce tribunal n'est pas un endroit pour les amateurs. Vous pouvez citer autant de lois que vous le souhaitez, cela ne change rien au fait que votre présence ici est, à tout le moins, inappropriée. Maintenant, asseyez-vous et laissez les professionnels s'en occuper. » Elia n'a pas bougé. Il regarda le juge droit dans les yeux, avec une intensité qui fit retenir son souffle à toute la salle d'audience. « Avec tout le respect que je vous dois, votre honneur, » dit-il, sa voix résonnant dans la salle, « je ne m'assierai pas tant que la vérité n'aura pas été entendue. » La tension dans la salle est palpable. Tout le monde savait qu'Elia marchait sur une ligne dangereuse. Il n'était pas seulement jeune et inexpérimenté, il s'attaquait directement à l'une des figures les plus puissantes de la salle d'audience. Et pourtant, il y avait quelque chose dans sa voix, dans sa posture, qui poussait même les plus cyniques à se demander s'il n'avait pas quelque chose de pertinent à dire. La juge croisa les bras, visiblement irritée, mais aussi un peu intriguée. « Très bien, monsieur Carter, » dit-elle, la voix chargée de sarcasme. « Écoutons ce que vous avez à dire. Mais je vous préviens, si vous faites perdre du temps à ce tribunal, je n'hésiterai pas à vous condamner pour outrage. » Elia prit une profonde inspiration. Il savait qu'il n'avait qu'une seule chance de capter l'attention de la cour et de commencer à construire sa défense. Les yeux rivés sur lui, il commence à parler non seulement de l'affaire, mais aussi de la corruption qui gangrène le système judiciaire et de la façon dont Thompson a été victime d'un tissu de mensonges soigneusement orchestré. Alors que les paroles d'Elia résonnent dans la salle, quelque chose d'inattendu se produit. Les avocats qui avaient ri auparavant notent maintenant chaque mot qu'il prononce. La juge Stanton, tout en conservant son expression de dédain, se penche en avant,
comme si elle ne voulait rien manquer. Mais ce qu'Elia ne savait pas, c'est que pendant qu'il parlait, il y avait dans la salle des gens qui avaient beaucoup à perdre s'ils réussissaient. Et elles étaient attentives, peut-être même plus que la juge elle-même. Il venait de déclarer la guerre à tout un système. Et cela l'exposait à un danger qu'il ne pouvait pas encore imaginer. La voix d'Elia résonna dans la salle alors qu'il présentait sa plaidoirie, chaque mot chargé de détermination. Il commença à détailler les failles flagrantes dans les preuves présentées contre Thompson, soulignant les divergences dans les dossiers financiers et les incohérences dans les témoignages. Le ton de sa voix était ferme, presque provocateur, alors qu'il s'adressait non seulement au juge Stanton, mais aussi à toutes les personnes présentes dans la salle d'audience. Pourquoi ces documents ont-ils été signés par M. Thompson à des dates où il était hospitalisé? Demande Elia en montrant le dossier médical de M. Thompson. Et pourquoi les témoins de l'accusation n'ont-ils jamais été interrogés sur leur relation personnelle avec l'accusatrice? La salle se tait, les gens échangent des regards suspicieux. Elia continua, ses mots devenant de plus en plus tranchants. Quelqu'un ici ne dit pas la vérité, et mon client est utilisé comme bouc émissaire. Le juge Stanton, qui avait d'abord semblé s'ennuyer, était maintenant visiblement mal à l'aise. Son regard a transpercé Elia, mais il n'a pas reculé. Elle a donné un grand coup de marteau, l'interrompant. Ce n'est pas un forum pour les théories du complot. Si vous ne présentez pas de preuves concrètes maintenant, je vais mettre fin à cette réunion une fois pour toutes. Elia respire profondément. Il sait que sa position est fragile, mais il sait aussi qu'il a encore des cartes dans sa manche. Avec tout le respect que je vous dois, votre honneur, a-t-il répondu en brandissant une pile de documents, tout ce que je dis peut être prouvé. Et ces preuves se trouvent ici même. Il entre dans la salle d'audience et remet les documents à un officier qui les apporte au juge. Meredith Stanton les examine rapidement, son expression devenant plus tendue à chaque page qu'elle tourne. Ces documents montrent que la société qui accuse M. Thompson de détournement de fonds a l'habitude de fabriquer des preuves pour dissimuler ses propres fraudes internes, explique Elia. Et qui est au centre de tout cela? Le directeur financier, qui, par coïncidence, est celui qui a porté les accusations contre mon client. L'agitation dans la salle s'intensifie. Les avocats chuchotent entre eux et les yeux de Thompson se mettent à briller d'espoir pour la première fois depuis des semaines. Mais au même moment, du fond de la salle, un homme vêtu d'un costume coûteux se lève et part discrètement, son téléphone portable collé à l'oreille. Elia remarqua le mouvement, mais garda son calme. Il savait que c'était mauvais signe. Il avait touché un nid de frelons. Il poursuivit néanmoins, le regard fixé sur le juge. « C'est une accusation très grave, Monsieur Carter, dit Stanton, la voix plus basse. J'espère que vous avez autre chose que des suppositions. »« Oui, monsieur le juge, » répond Elia. « Mais pour prouver ce qui s'est réellement passé, je vais avoir besoin que le tribunal autorise l'obtention de relevés bancaires supplémentaires auprès de cette société. » Le juge hésite. Il était clair qu'Elia avait trouvé quelque chose de pertinent, mais elle ne pouvait pas ignorer le fait qu'il était encore un jeune homme sans référence formelle. Meredith Stanton avait une réputation à défendre. « Je vais étudier votre demande, » dit-elle finalement, le ton plus froid qu'auparavant. « Mais laissez-moi être clair. S'il s'agit d'une ruse, vous devrez faire face à de sérieuses conséquences. » Elia acquiesça, sachant qu'il ne pouvait pas hésiter. Il retourna à son bureau pendant que la séance était interrompue pour que le juge analyse les documents. Cependant, il savait que le plus grand défi n'était pas l'analyse de Stanton, mais ce qui se passerait en dehors de la salle d'audience. Elia avait déjà remarqué des regards nerveux parmi les représentants de la société d'accusation. Il savait qu'il était trop proche de la vérité, ce qui faisait de lui une cible. Plus tard dans la journée, alors qu'Elia organisait ses papiers dans une petite salle de consultation du palais de justice, un homme grand et costaud entra. Il portait un costume impeccable et arborait une expression menaçante. Il referme la porte derrière lui et le silence qui suit est presque assourdissant. « Tu es audacieux, petit », dit l'homme en croisant les bras. « Mais l'audace ne te mènera pas loin dans ce système. »« Et vous, qui êtes-vous » demanda Elia, essayant de rester calme mais sentant un frisson lui parcourir l'échine. « Mon nom n'a pas d'importance, » répondit l'homme en se rapprochant. « Ce qui compte, c'est que tu te fourres là où tu ne devrais pas. Vous mettez votre vie et celle des autres en danger. Alors, voici mon conseil, abandonnez. Maintenant. » Elia déglutit, mais ne recula pas. « Si vous pensez qu'une menace va m'arrêter, c'est que vous ne me connaissez pas très bien. » L'homme eut un sourire froid. « Vous pensez jouer à armes égales, mais ce n'est pas le cas. Ce tribunal, ces lois, rien de tout cela n'est conçu pour que vous gagniez. Alors soit vous abandonnez, soit nous le ferons pour vous. » Avant qu'Elia ne puisse répondre, l'homme se retourna et partit, laissant la porte ouverte derrière lui. Elia prit une grande inspiration,
essayant de contenir sa panique. Il savait que les choses allaient devenir plus dangereuses à partir de ce moment-là. Le même jour, lorsqu'il rentra chez lui, il trouva son petit appartement saccagé. Ses livres de droit gisaient sur le sol et son ordinateur portable avait disparu. Mais au centre de la pièce, il y a quelque chose qui lui glace le sang. Une feuille de papier avec une seule phrase écrite en grosses lettres menaçantes. « Vous êtes prévenu ». Elia s'assit par terre, les mains tremblantes. L'espace d'un instant, il songe à abandonner. Peut-être que cet homme avait raison. Peut-être que le système était trop grand pour lui. Mais il s'est souvenu de son frère, de Thompson et de tous les autres qui avaient été lésés par des gens puissants. Ils veulent que j'aie peur, se dit-il, la voix basse mais déterminée. Mais je ne m'arrêterai pas. Il prend le téléphone et appelle un contact inattendu, un journaliste d'investigation qui avait contribué à révéler des scandales similaires dans le passé. « J'ai une histoire à vous raconter », lui dit Elia, la voix chargée de détermination. Le lendemain matin, Elia a rencontré le journaliste d'investigation, un homme appelé Samuel Torres. Samuel était connu pour le courage avec lequel il affrontait les grandes entreprises et les politiciens corrompus, mais il avait aussi la prudence de quelqu'un qui connaissait les risques qu'il y avait à s'attaquer au système. Ils se sont réunis dans un petit café à la périphérie de la ville, loin du tribunal et des regards indiscrets. Elia apporte des copies de tous les documents qu'il a obtenus jusqu'à présent. « Tu comprends ce que tu demandes, mon garçon ?» dit Samuel en feuilletant les documents. « Si ce que tu dis est vrai, cela va au-delà d'une affaire judiciaire. Nous parlons de quelque chose qui pourrait faire tomber beaucoup de gens puissants. »« C'est exactement pour ça que j'ai besoin de toi, » répondit Elia, la voix ferme. « Ils essaient de m'intimider. Ils se sont introduits chez moi, ont volé mon ordinateur portable et m'ont menacé directement. Mais si ça se sait, si le public sait ce qui se passe, ils ne pourront pas me faire taire. » Samuel secoue la tête, admiratif devant la détermination du jeune homme. « Vous avez du cran, Carter. Et c'est rare. Mais le courage ne suffit pas. Il nous faut quelque chose de plus concret. Ces documents sont un bon début, mais il faut une pièce maîtresse, quelque chose d'irréfutable. » Elia savait que Samuel avait raison. Il y avait encore des lacunes à combler, mais il savait aussi où chercher. « Les relevés bancaires de l'entreprise, » dit-il. « Si nous pouvons accéder au virement qui relie le directeur financier au détournement de fonds, nous pourrons tout dévoiler. » Samuel arque un sourcil. Samuel arque un sourcil. « Et comment comptez-vous vous y prendre? Ils ne vont pas nous donner ce genre d'informations sans se battre. »« J'ai déjà fait la demande au tribunal, » répond Elia. Mais la juge Stanton hésite. Elle sait que si j'ai raison, cela mettra le tribunal sous les feux des projecteurs, et personne n'aime les scandales de cette ampleur. Samuel se penche en avant, le regard sérieux. Alors il faut faire pression. Si Stanton refuse d'autoriser les dossiers, nous pourrons porter l'affaire devant les médias. Mettre la pression publique sur lui pourrait être le coup de pouce dont nous avons besoin. Elia acquiesce. Ce n'était pas la stratégie la plus conventionnelle, mais il n'avait pas le choix. Le système était contre lui et il devait faire preuve de créativité pour renverser la vapeur. Pendant ce temps, au tribunal, Meredith Stanton n'arrive pas à se concentrer. Les documents présentés par Elia sont gravés dans son esprit, tout comme la confiance inébranlable de ce jeune homme. Malgré ses doutes, quelque chose chez lui l'a fait hésiter. Ce n'était pas seulement ses capacités inhabituelles pour son âge, mais la force morale qu'il dégageait. Il n'avait pas l'air de quelqu'un qui mentirait ou porterait de fausses accusations. Mais Stanton savait aussi qu'il serait risqué d'autoriser l'accès au dossier bancaire. Si Elia avait raison, cela signifierait qu'elle avait elle-même permis à une affaire frauduleuse d'aller aussi loin, ternissant ainsi sa réputation de juge. Pourtant, il y avait quelque chose dans cette affaire qui ne la rassurait pas. Le lendemain, Elia se rendit à nouveau au tribunal. Il savait qu'il serait difficile de convaincre Stanton, mais il devait essayer. Lorsque la séance commença, il se leva, gardant son regard fixé sur le juge. « Votre honneur, je sais que c'est une demande inhabituelle, » commença-t-il, la voix lourde de sérieux. « Mais ce qui est en jeu ici est plus important qu'une simple affaire de détournement de fonds. Il s'agit d'un système qui n'a pas su protéger les innocents et qui a permis aux coupables de s'échapper sans conséquence. S'il vous plaît, donnez-moi la chance de prouver que mon client est innocent. » Stanton reste silencieuse un long moment, les yeux fixés sur les documents devant elle. Toute la salle d'audience retient son souffle, attendant sa décision. « Monsieur Carter, » dit-elle enfin, d'un ton neutre mais pénétrant. « Contre mon gré, je vais vous permettre d'accéder aux documents bancaires. Mais sachez que si vous vous trompez, ce sera la fin de votre carrière d'avocat avant même qu'elle ne commence. » Elia acquiesça, ressentant un mélange de soulagement et de tension.
Il savait que c'était sa seule chance et qu'il ne pouvait pas échouer. Plus tard dans la soirée, Samuel est entré en contact avec une source confidentielle qui travaillait dans l'entreprise faisant l'objet de l'enquête. Cette source, une comptable du nom de Linda Perez, avait été témoin de plusieurs transactions suspectes et était disposée à parler, mais seulement sous le couvert de l'anonymat. Linda a révélé que les relevés bancaires contenaient des preuves non seulement de malversation financière, mais aussi de pots de vin versés à des témoins et même à des fonctionnaires du tribunal. « Ils ont des gens partout », a-t-elle déclaré, la voix tremblante. « S'ils savent que je vous ai parlé, je suis perdu. » Samuel veille à protéger son identité, mais il sait que les informations fournies par Linda seront cruciales pour l'affaire. Elia et lui ont travaillé toute la nuit, reliant les dossiers bancaires aux documents qu'Elia avait déjà obtenus. Le lendemain, avec l'autorisation du juge Stanton, Elia a présenté les nouvelles preuves au tribunal. Les virements bancaires montrent clairement que le directeur financier a détourné les fonds vers des comptes personnels, tout en utilisant Thompson comme bouc émissaire pour brouiller les pistes. Lorsqu'Elia a terminé sa présentation, la salle d'audience est restée totalement silencieuse. Le juge Stanton a l'air abasourdi, tandis que les avocats de l'accusation échangent des regards désespérés. « C'est un coup bas », dit l'un des avocats en se levant brusquement. « Ces preuves ont été obtenues illégalement. »« Elles ne l'ont pas été », répondit Elia, le ton calme mais tranchant. « L'autorisation a été accordée par ce tribunal, et toutes les preuves sont correctement documentées. » La juge Stanton frappa son marteau, faisant taire les arguments. La défense a présenté suffisamment de preuves pour remettre en question l'intégrité de cette affaire, a-t-elle déclaré. J'ordonne une enquête approfondie sur les accusations portées contre M. Thompson et sur l'implication du directeur financier. Elia a ressenti une vague de soulagement, mais il savait aussi que ce n'était pas la fin. Il avait gagné une bataille importante, mais la guerre contre ceux qui manipulaient le système était loin d'être terminée. Ce jour-là, alors qu'il quitte le tribunal, Samuel s'arrête à côté de lui. « Tu as été extraordinaire là-dedans », lui dit-il. « Mais prépare-toi, Elia. Les gens comme Grant ne se laissent pas faire sans se battre. Ils vont s'en prendre à toi. » Elia acquiesça, le regard résolu. « Je sais, » répondit-il. « Mais je ne m'arrêterai pas tant que je ne les aurai pas tous démasqués. » Les jours suivants furent un tourbillon pour Elia. L'affaire Thompson faisait les gros titres des journaux et des réseaux sociaux. L'histoire d'un jeune avocat autodidacte défiant un système corrompu a inspiré des milliers de personnes, mais a également attiré une attention indésirable. Victor Grant, le directeur financier à l'origine de toute cette conspiration, ne restait pas inactif. Son influence est immense et il commence à mobiliser ses alliés pour discréditer Elia. Des rumeurs se répandent dans la presse, le traitant de « jeune homme arrogant » et insinuant qu'il manipule les preuves pour gagner en notoriété. Mais Elia ne se laisse pas décourager. Il sait que la vérité est de son côté, et chaque tentative de Grant pour le déstabiliser ne fait que renforcer sa détermination. Un après-midi, alors qu'il examine d'autres documents avec Samuel, son téléphone sonne. C'est Linda Perez, la comptable qui a aidé à rassembler les preuves. Sa voix était tendue et nerveuse. « Elia, ils savent que c'est moi. J'ai reçu des menaces anonymes. Je ne peux pas continuer comme ça. » Elia tente de la calmer. « Linda, sans toi, ils continueront à s'en sortir. Je te promets que nous te protégerons. Tu n'es pas seule. » Linda hésita un instant avant de répondre. « Si vous pensez que cela en vaut la peine, je vous ferai confiance. Mais il faut que ça se termine vite, avant que quelque chose de pire n'arrive. » Cette nuit-là, Elia rencontra Samuel et Linda dans un endroit sûr pour préparer le coup de grâce. Ils savaient qu'ils avaient les preuves dont ils avaient besoin, mais ils avaient besoin d'une plus grande plateforme pour que tout soit mis en lumière. C'est alors que Samuel a proposé une idée audacieuse. Une conférence de presse en direct, où les preuves seraient présentées directement au public. « Elia, » dit Samuel, « ils peuvent contrôler le tribunal, mais ils ne peuvent pas contrôler l'opinion publique. Si nous présentons cela à tout le monde, le système n'aura d'autre choix que d'agir. » Le lendemain, la conférence de presse a eu lieu. Des journalistes de tous les grands médias sont présents. Elia, avec son calme et sa fermeté, a présenté les documents, les relevés bancaires et même une déclaration enregistrée de Linda, expliquant comment Grant a manipulé les fonds et utilisé le tribunal comme une arme pour maintenir son pouvoir. Alors que les preuves étaient affichées sur des écrans géants, les réactions ont été très vives. Les journalistes ont posé des questions frénétiques et sur les réseaux sociaux, le hashtag Justice for Thompson a commencé à devenir viral. Grant, qui s'était toujours considéré comme intouchable, était désormais au cœur d'un scandale qui ébranlait les fondations de son empire. Mais Elia savait que Grant ne se laisserait pas faire sans se battre. Le soir même, alors qu'il rentre chez lui, il remarque une voiture qui le suit dans les rues désertes.
Son cœur s'emballe, mais il reste calme. Il se rend rapidement au poste de police le plus proche et signale l'incident. Cela lui a clairement rappelé qu'il était toujours en danger. Le lendemain, au tribunal, la juge Meredith Stanton a ouvert la séance avec un air grave. Après avoir examiné les nouvelles preuves présentées, ce tribunal ne peut ignorer l'ampleur des accusations. M. Thompson est officiellement acquitté de tous les chefs d'accusation. La salle applaudit à tout rompre. Thompson, qui était assis à côté d'Elia, se tient les mains, les larmes aux yeux. « Je vous remercie. Merci de ne pas m'avoir abandonné. » Mais la plus grande surprise est venue peu après. Le juge Stanton, qui s'était d'abord montré réticent, a repris la parole. En outre, ce tribunal ordonne une enquête complète sur le directeur financier Victor Grant et toutes les parties impliquées. Le système a échoué, mais il n'échouera plus. Victor Grant, présent dans la salle d'audience, s'efforce de garder son calme, mais la sueur qui coule sur son front est visible. Il sait que le siège se rapproche. Alors qu'Elia quittait la salle d'audience, une foule attendait à l'extérieur. Les gens l'ont applaudi, les journalistes ont crié des questions et, sur les réseaux sociaux, son histoire a été célébrée comme un exemple de courage et de détermination. Mais pour Elia, ce moment n'était que le début. Ce soir-là, lors d'un petit dîner avec Samuel, Linda et Thompson, il a réfléchi à tout ce qui s'était passé. « Il y a encore beaucoup à faire », dit Elia en regardant ses alliés. Mais cela prouve que personne n'est au-dessus de la loi. Si nous continuons à nous battre, nous pourrons changer ce système pour de bon. Des années plus tard, Elia a obtenu son diplôme et travaille comme l'un des avocats les plus respectés du pays. Il n'a jamais oublié cette première bataille et a fait de chaque affaire une occasion de se battre pour la justice. Sa réputation d'avocat brillant et infatigable l'a précédé, mais il est resté humble, se souvenant toujours de son point de départ. Et qu'en est-il de Victor Grant ? Il a été condamné à des années de prison pour sa corruption, ses relations ayant été dévoilées et défaites une à une. Le système n'était pas parfait, mais le courage d'un jeune homme a montré que la vérité finit toujours par triompher. Si vous avez aimé cette histoire émouvante et que vous croyez au pouvoir de la justice, abonnez-vous à la chaîne, laissez un commentaire sur ce que vous en avez pensé et partagez-la avec vos amis. Ensemble, nous pouvons diffuser des histoires qui nous incitent à ne jamais renoncer à ce qui est juste. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.